Les travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique se poursuivent. Troisième journée d'échanges et de réflexion. Les échos de cette journée des experts, c'est tout à l'heure dans ce journal. En Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale a donc adopté hier mardi le projet de la nouvelle constitution du président Alassane Ouattara avec donc 239 voix pour sur un total de 249 votants. Ce texte sera donc soumis à un référendum fin octobre. Et puis Haïti, toujours dans la tourmente, après l'ouragan Mathieu, c'est l'épidémie du choléra qui fait ravage dans le pays. La situation qui se complique avec l'état défectueux des hôpitaux, le désarroi d'une population frappée par la nature. Nous en parlerons bien évidemment dans cette édition. Merci de nous choisir sur la radio-télévision d'État Santé, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Les travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime se poursuivent toujours à Lomé. Les échanges de ce jour ont porté essentiellement sur le développement des économies bleues en Afrique. Comment les développer? Les éléments de réponse dans ce reportage signé par nos envoyés spéciaux sur le terrain, Daniel Adé, Mathias Sissessi. On peut légitimement se poser la question de savoir c'est quoi le surplus et c'est quand le surplus à partir du moment où dans les zones où... Pour ce troisième jour des travaux du sommet de Lomé, les experts et les délégués venus des différents pays africains de l'organisation ont échangé sur l'économie bleue, une économie affectée par la piraterie maritime. Alors pour éviter que cette économie ne sombre, plusieurs défis restent à relever. Les défis africains pour sécuriser la pêche sont un défi à plusieurs dimensions. La première dimension, c'est que la pêche se passe sur les surfaces d'eau que nous ne maîtrisons pas. Donc il faut d'abord maîtriser nos espaces maritimes, lacustres et fluviaux. Le second défi, c'est la maîtrise même des stocks. Quel type de poissons avons-nous dans nos eaux? À quelle saison? En quelle quantité? Comment se reproduisent-ils? Où se reproduisent-ils et comment migrent-ils? Pour ce qui concerne les stocks chevauchants. Tant que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas la maîtrise de notre domaine maritime, lacustre et fluvial, et tant que nous ne maîtrisons pas les stocks de ressources halieutiques que nous avons, la mer reste un défi total, la pêche reste un défi total. La Banque mondiale, qui sont aptes et prêts à sortir des statistiques. Il y a péril en la demeure, ont stipulé certains participants à ce sommet de Lomé, car l'économie bleue de ces pays africains, en plus de subir constamment des attaques des pirates, est aussi confrontée à la pêche illicite des grands chalutiers. L'espoir de Lomé, c'est que Lomé a la chance de fédérer l'ensemble des États africains. Ne perdons pas de vue que c'est un sommet extraordinaire de l'Union africaine et au-delà d'avoir l'ensemble des partenaires au développement de l'Afrique qui sont réunis ensemble pour parler de sécurité maritime, de sûreté maritime, mais le tout adossé sur le développement. Et nous pensons qu'on va avoir un réveil, un salut, un sursaut salutaire pour l'Afrique à partir de Lomé et relancer les questions prégnantes de sécurité maritime, de sûreté maritime, d'exploration et d'exploitation des océans pour le développement de l'Afrique. Le Togo, pays hôte de ce sommet, conscient de ce phénomène, a déjà adopté certaines mesures pour rendre son économie bleue plus compétitive. Qu'est-ce que l'État a fait? Bon, en dehors du port de pêche, du port autonome qui est en eau profonde et qui apporte en termes de devises pour l'économie du Togo, il y a aussi cet aspect des ressources halieutiques. Les ressources halieutiques, c'est vrai que notre côte, le potentiel halieutique est un peu faible, mais il faut dire que c'est une côte, les acteurs peuvent vivre de ce poisson et donc l'État essaie de mener des actions, par exemple la mise en place des dispositifs de concentration de poissons, un dispositif qui permet de canaliser les zones de pêche et assurer la sécurité des pêcheurs et aussi réduire les coûts de pêche parce qu'avec cela, les pêcheurs savent où aller trouver le poisson et ne plus passer plusieurs jours sur la mer sans pouvoir attraper un poisson. Le sommet de Lomé permettra, si tout va bien, d'avoir un code de pêche qui va permettre également aux États ayant une ouverture sur le littoral de consolider leurs économies bleues et surtout d'en tirer profit. Parlant toujours de ce sommet, plusieurs experts sont venus de différents pays d'Afrique, parmi eux les Togolais, dont le professeur Blivy lui propose une mesure
exceptionnel pour véritablement développer ces économies bleues. Celui que je vous propose maintenant d'écouter. Alors c'est ce que j'ai appelé la diplomatie économique des territoires maritimes. L'Afrique n'a pas beaucoup de puissance en technologie marine. L'Afrique doit passer par la coopération. Et cette coopération doit être bien triée de manière à ce que les experts puissent rentrer dans cette coopération par voie diplomatique, de manière à ce que nous puissions accéder à nos richesses. Accéder aux richesses des fonds marins, il faut avoir les capacités de mer. Et là, l'Afrique est assez pauvre. L'Afrique doit travailler avec les puissants pays en océanographie, en hydrographie, pour pouvoir développer leurs propres richesses. Aujourd'hui, on parle de l'extension du plateau continental, c'est-à-dire de l'extension de la souveraineté des États en mer. Mais vous avez de la souveraineté lorsque vous avez de la puissance technologique. Si nous n'en avons pas, il faut aller vers la coopération. C'est pourquoi la diplomatie doit être renforcée. Et tout juste après les travaux en plénière, les autorités togolaises étaient face à la presse. Objectif, expliquer une fois encore à l'opinion internationale et nationale les enjeux de ce grand rendez-vous continental que Lomé abrite depuis lundi dernier. Nous retrouvons Daniel Adé et Mathias Sessessi. Les autorités togolaises défendent le sommet de Lomé. Devant un parterre de journalistes de la presse nationale et internationale, elles ont tenu une fois encore à montrer à celle-ci les enjeux du dit sommet. La sécurité maritime est une garantie pour les transports des marchandises jusqu'au port et jusqu'au pays de l'Interland. Les transporteurs routiers ont et auront du fret quand il y a la sécurité à transporter, donc de même que les commerçants, les commerçantes qui pourront ravitailler rapidement leurs magasins en toute sécurité. Les pirates sont lourdement armés et que si on n'a pas donc une réponse appropriée, en fait de toute façon les pirates continueront donc de faire la loi donc sur nos mers et dans nos océans. Je pense que c'est pour mutualiser les moyens, être beaucoup plus fort que dans ce sommet a été du moins convoqué. Ce n'est pas un sommet dissuasif. Je l'ai dit dans mon propos liminaire que ce sommet du moins s'inscrit dans une démarche novatrice. Il faut mutualiser les moyens. Il faudrait également mutualiser, si vous voulez, la recherche d'informations, le partage d'informations pour prévenir plutôt que de guérir. Le sommet de Lomé permettra d'adopter une stratégie commune, vu que 90% des exportations et importations en Afrique sont faites sur la mer. Les codes pénaux, comme les codes de procédure pénale, ont été, en tout cas chez nous ici, modifiés. Il faudrait que nous puissions du moins les harmoniser tous au niveau donc des pays concernés pour qu'ils aient une portée universelle afin que les contrevenants donc, soient poursuivis dans tel pays ou dans tel autre afin de pouvoir décourager la piraterie maritime. L'occasion faisant le larron, les autorités togolaises en ont profité pour rassurer la presse sur les fausses alertes terroristes sur les côtes togolaises. Une façon pour elles de montrer que les côtes togolaises sont sécurisées. Il faudrait que l'Afrique dispose, n'est-ce pas, de son centre de diffusion des alertes. Et avant que vraiment ça ne soit confirmé que c'est une piraterie, il faudrait que le pays dans lequel ça s'est passé fasse une enquête et confirme la véracité des choses. Mais s'il y a eu attaque pirate, on ne peut pas cacher. Des choses qui sont sur l'eau, on ne peut pas cacher ça, c'est pas possible. Pour seulement 6% des échanges mondiaux, l'Afrique a enregistré 20% des statistiques mondiales de la piraterie maritime qui ont été enregistrées dans le golfe des Guinées et dont les pertes sont estimées à 7 milliards de dollars par an. D'où la nécessité d'agir. Sur le continent à présent, et là, nous allons en Côte d'Ivoire pour parler de la nouvelle constitution en gestation. C'est approuvé, adopté. Eh bien, les députés ivoiriens ont donc approuvé cette nouvelle constitution soumise par le président Alassane Ouattara. La parole reste alors au peuple en fin octobre prochain à travers un référendum pour faire passer définitivement cette nouvelle constitution. Regardez. Le projet de la nouvelle constitution adopté en Côte d'Ivoire mardi soir.
Après en avoir discuté à l'Assemblée nationale, les députés, dont la plupart sont issus des partis de la majorité présidentielle, se sont prononcés en faveur du texte. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, précise les résultats du vote qui s'est tenu en séance plénière. Abstention, 2 voix. Contre, 8 voix. Pour, 239 voix. Ce projet de nouvelle constitution mettra fin au concept tant décrié de l'ivoirité, source de nombreux conflits. La nouvelle constitution se rapproche aussi du modèle américain avec la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président. Guillaume Soro rappelle toutefois que même si ce vote est historique, la volonté souveraine restera celle du peuple. Vous avez fait œuvre utile en soutenant l'avant-projet devenu projet de constitution. Je pense que les députés n'avaient pas pour vocation de s'interposer et de constituer un obstacle supplémentaire au peuple. Seul souverain se prononcer sur le projet de constitution. Près de 23 partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien FPI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, dénoncent ce projet. Prochaine échéance, le référendum. Le peuple sera consulté et devra se prononcer sur le projet le 30 octobre prochain. Retenez dans l'actualité qu'au Burundi aussi, les députés donnent leur accord au pouvoir Nkurunziza pour la sortie du pays de la CPI. Une décision d'ailleurs qui fait suite à un rapport de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Burundi depuis 2014. Bujumbura qui défie ainsi la communauté international. Génocide de Rwanda, Paul Kagame met en garde Paris sur le dossier de l'enquête sur la mort de l'ex-président rwandais Juvenal. Le président Paul Kagame a été donc très ferme ce lundi à l'égard de la France, tout en rappelant bien sûr que la France a été la principale accusée dans cette enquête. Paul Kagame hausse le ton contre Paris suite à la réouverture de l'enquête sur la mort de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana. C'est à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire que Paul Kagame s'est montré amer face à ce qu'il qualifie d'ingérence dans le système judiciaire rwandais et rappelle que c'est la France qui devrait être sur le banc des accusés et jugés et personne au Rwanda. L'affaire était close après qu'une commission d'enquête créée au Rwanda a condamné des Hutus pour les meurtres perpétrés après la mort de l'ancien président Juvenal Habyarimana. Mais le souhait des juges français d'entendre des anciens proches du président Kagame, parmi eux, l'ancien militaire Kayumba Nyamwasa, a redonné un nouveau souffle à cette affaire. Faustin Nyamwasa, en exil en Afrique du Sud, accuse Paul Kagame et 7 de ses proches d'être les instigateurs de cet attentat contre l'avion de l'ex-président Juvenal Habyarimana, considéré comme étant l'élément déclencheur de la guerre civile de 1994. L'ONU qui doute des allégations des abus sexuels des casques bleus en Centrafrique des forces de sécurité de l'ONU et qui sont accusés d'abus sexuels à Bangui depuis le début de la crise en 2014 et des accusations d'ailleurs que l'organisation prend aujourd'hui avec beaucoup de pincettes et promet faire la lumière exacte sur ce dossier. L'Organisation des Nations Unies émet des doutes sur des dizaines de cas d'abus sexuels qu'auraient commis des casques bleus en Centrafrique. Selon un projet de texte dont Reuters s'est procuré une copie, l'ONU pense que ces accusations ont été montées de toutes pièces par des personnes en quête d'un gain financier. C'est épouvantable, c'est dégoûtant, c'est tout simplement inacceptable. C'est honteux. Nous ne devrions jamais être ici en train de parler de telles horreurs. Nous sommes la force, la seule force sur laquelle le pays et les gens comptent. Et d'ailleurs, vous remarquerez, c'est précisément là où nous sommes, partout où il y a un camp, que les personnes déplacées se précipitent parce qu'elles sont confiantes. Elles savent que si elles vont vers l'ONU, elles seront protégées. Donc, c'est pourquoi c'est si inacceptable. C'est absolument inacceptable. It's absolutely unacceptable. Le texte en préparation révèle que des organisations remettaient de l'argent à plusieurs personnes
afin de les inciter à se présenter comme des victimes des abus sexuels présumés. Depuis le déploiement de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en RCA, en septembre 2014, plus de 40 accusations d'abus sexuels ont été portées contre les soldats de la paix. Et la question raciale qui s'invite dans le mouvement de contestation des étudiants à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce mardi encore, des émeutes ou alors des heurts ont eu lieu sur les universités à Johannesburg. Et au cœur, la question raciale d'ailleurs qui divise les étudiants, qui parlent plutôt des traitements inadéquats. En Afrique du Sud, une nouvelle journée d'affrontement ce mardi entre étudiants et forces de l'ordre. Plusieurs campus universitaires sont touchés, notamment celui de Wits à Johannesburg. Les manifestants s'opposent à l'augmentation des frais de scolarité à l'université. Comme la veille, des manifestants ont tenté d'empêcher la tenue des cours et comme la veille, la police est intervenue. Nous avons donné aux étudiants la possibilité de manifester, dit cette porte-parole de l'université. Mais nous ne voulons pas que ça ait lieu maintenant. Et puis nous sommes contre cette tactique qui mêle violence, menace et intimidation. Les jeunes étaient en train de chanter, raconte cette étudiante. Les policiers sont arrivés, elles ont commencé à tirer. Moi j'étais là, je me suis dit qu'il valait mieux ne pas courir pour qu'ils voient que je n'avais rien à voir avec tout ça. Mais ils ont tiré dans le tas. Et là j'ai compris qu'il fallait que je déguerpisse. Le mouvement de contestation dans les universités a débuté à la mi-septembre. Au-delà de la question des frais de scolarité, les manifestants dénoncent la persistance des inégalités raciales dans l'éducation. Ce chiffre à présent, un chiffre plus alarmant qu'on ne le pensait, 477 personnes tuées et des milliers de disparus. Voilà donc le bilan du passage de l'ouragan Mathieu, une semaine après, et donc son ravage. La hausse, alors le bilan qui connaît une hausse à Haïti, mais des rescapés qui vivent dans des conditions humanitaires très désastreuses. En plus de cela s'ajoute l'épidémie de choléra qui sévit dans le pays, l'image d'un pays secoué par le climat et la nature. Regardez. Jérémy a les allures d'une ville en guerre. Ici, beaucoup de constructions n'ont pas résisté à l'ouragan. Des églises, des écoles et même des hôpitaux. Nous sommes dans le centre de traitement des malades du choléra, une bâtisse de fortune. À l'intérieur, nous sommes témoins d'une scène terrifiante. Ces enfants, parfois des nourrissons, sont en état d'épuisement. Jean Gaspard est à bout de force. Il n'a que 4 ans. En général, il donne des signes de déshydratation. Et là, on voit bien que cet enfant est totalement déshydraté. Lui, il est même dans le 3e stade puisqu'il a les yeux enfoncés. Si la maladie ne cesse de gagner du terrain, c'est parce que beaucoup ne respectent pas les règles élémentaires d'hygiène. Un phénomène encore plus prononcé lorsque les eaux ont été charriées dans ces rues où les détritus s'amoncellent. Alors, après chaque catastrophe, les eaux sales deviennent un véritable poison. Est-ce que c'est une bonne eau? Non, ce n'est pas une bonne eau à boire. C'est une bonne eau où vous pouvez laver les lessives, faire les lessives. Mais ce n'est pas pour boire. Un discours loin de la réalité. Cette petite fille, par exemple, ne prend aucune précaution et le choléra tue. Un nouveau cas vient d'arriver au dispensaire. Elle s'appelle Sarah et présente les premiers symptômes. Lorsqu'on lui donne de l'eau à boire, elle vomit. Elle ne garde plus rien. Je suis très inquiète. Sarah n'a pas encore 2 ans et c'est en faisant une chute au sol qu'elle a ingéré de l'eau souillée. Quand il y a autant de pluie, ça lessive les sols, ça charrie les déchets, et même quand on leur dit « ne faites pas vos besoins n'importe où, par terre, dans les rivières », eh bien ils le font quand même. Nous sommes ici dans l'un des hôpitaux qui est censé être les mieux équipés d'Haïti, mais vous le voyez, certains bâtiments sont en état de délabrement total. C'est comme cela que toute l'année, les médecins d'Haïti travaillent. Depuis la tempête, les conditions de soins et de traitement n'ont fait qu'empirer. Et la Syrie, avec de nouvelles images apocalyptiques. Vous le savez, hier encore, l'armée syrienne a pilonné la ville d'Alep avec d'importants dégâts en termes de vies humaines et de matériel. Ces secouristes des casques blancs extirpent cet enfant des décombres. Cris de joie, l'enfant semble avoir survécu. Des dizaines d'Alepins ont perdu la vie, majoritairement des civils. Dans le quartier de Boustan al-Qasr, cette famille pleure ses morts. Une scène terrible
devenue quotidienne depuis le 22 septembre, date du début de l'offensive de l'armée syrienne, épaulée par l'aviation russe. Que Dieu vous punisse, vous et vos enfants, vous, les Russes et les Iraniens. D'après les habitants, un centre médical et une cour de récréation ont été bombardés dans ce quartier. Mercredi dernier, le régime avait annoncé une réduction des raids pour permettre aux civils de quitter la zone. Avec ces nouvelles frappes, l'aviation russe et l'armée syrienne montrent qu'elle reste déterminée à reprendre l'ancienne capitale économique. Bientôt en fin de mandat, le président américain Barack Obama rêve ou envisage conquérir la planète Mars d'ici 2030. Et donc pour réaliser ce rêve, le patron de la Maison-Blanche a fait appel à 6 entreprises spatiales. Mais il faut relever que la NASA, elle, est déjà sur le terrain et prépare le terrain avec le robot Gifty. Prochain objectif, poser un pied sur Mars. Barack Obama a détaillé hier son plan pour conquérir la planète rouge à partir de 2030. Une colonisation qui se ferait avec le secteur privé pour construire de nouveaux vaisseaux. La Maison-Blanche a déjà choisi 6 entreprises pour l'aider à repousser les frontières. Cette course vers Mars, c'est aussi le rêve d'un autre Américain. Elon Musk et sa société SpaceX y travaillent depuis 15 ans. Ces fusées Falcon ont déjà atteint l'espace et la capsule Dragon est prête à accueillir les astronautes dans leur voyage. La NASA a de son côté préparé le terrain. Son robot Curiosity explore depuis 4 ans la surface martienne et ses reliefs. Un paysage presque familier pour le Français Cyprien Verseux. L'astrobiologiste a passé 1 an enfermé dans un dôme imitant la vie sur Mars. Peut-être fera-t-il partie des premiers humains à marcher sur la planète rouge. Voilà sur ces images que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à toutes et à tous.